Monsieur Caron, Monsieur Caron, voilà, Monsieur Caron, vous voulez vos réponses. C'est votre point de vue. Vous voulez pas des réponses. Vous voulez votre réponse. L'audition de Delphine Ernotte à l'Assemblée nationale a viré au chaos. Ce mercredi 10 décembre, la présidente de France Télévisions répondait aux questions des députés dans le cadre de la commission sur la neutralité, le financement et le fonctionnement de l'audiovisuel public. Parmi les parlementaires qui l'ont interrogée, Aymeric Caron, apparenté à la France Insoumise, a souhaité revenir sur plusieurs polémiques récentes. Est-ce que vous trouvez normal d'avoir nommé à la tête du plus gros JT de la télévision publique la compagne d'un candidat quasi déclaré à l'élection présidentielle ? Quatrièmement, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen, dont on connaît désormais le positionnement politique entre PS, Macron, Glucksmann, est-ce que vous trouvez normal que Patrick Cohen soit depuis 14 ans le seul éditorialiste de l'émission phare d'Access de France Télé et que les téléspectateurs n'entendent chaque soir que son avis? Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire entendre d'autres voix? Après plus d'une quinzaine de questions, est venu le moment pour Delphine Ernotte de répondre une par une aux interrogations des députés. Mais visiblement, les précisions données à Aymeric Caron n'ont pas plu aux parlementaires. Celui-ci est donc intervenu pour relancer les dirigeants de France Télévisions. Mais le président de la commission a rappelé que les députés ne pouvaient plus intervenir après leurs questions, ce qui a conduit à un échange très tendu. Ça marche pas comme ça une commission d'enquête. Vous posez des questions et les personnes auditionnées, Monsieur Caron, vous font des réponses. Si elles ne vous satisfont pas, c'est votre problème. Pardon, Monsieur Caron, c'est votre problème. Vous posez des questions et ils vous font des réponses. Donc, Monsieur Caron, je vous redis, vous êtes en capacité de saisir l'Arcom si vous n'êtes pas satisfait d'un traitement de l'information par France Télévisions. La situation ne s'est pas calmée, notamment lorsque la députée Ercilia Soudé est également intervenue pour interpeller Delphine Ernotte. Un brouhaha qui a agacé le président de la commission, qui a tout simplement décidé de suspendre l'audition quelques minutes. Madame Soudé, ne mettez pas en cause ma présidence, vous avez posé une question, j'ai fait en sorte que vous ayez une réponse. Vous n'allez pas faire comme Monsieur Caron, si la réponse vous plaît pas, c'est votre problème. Maintenant, on avance. Madame Soudé, je me permets de vous dire que je suis aussi moi-même très frustré. Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente est là depuis 3 heures, c'est 3h15 pour l'émission, je suspends la séance pour 5 minutes. Mais... Après cette pause, la commission a pu reprendre calmement. On notera d'ailleurs les annonces de changements dans le fonctionnement de l'audiovisuel public faites par la présidente de France Télé, mais également son soutien favorable à faire évoluer les règles de pluralisme, permettant la possibilité de chaînes d'opinion en visant notamment CNews. Jean-Marc Morandini de retour sur Europe 1, ça se précise. Dans ses colonnes ce mercredi 10 décembre, Le Canard enchaîné indique que le présentateur, condamné pour corruption de mineurs, va bientôt faire son retour à l'antenne de la Station Bleue. Pour rappel, Jean-Marc Morandini a longtemps fait les belles heures d'Europe 1 avec son émission du matin, Le Grand Direct des médias. Mais en 2016, à la suite d'une enquête du magazine Les Inrecuptibles, pointant des pratiques controversées lors du tournage d'une web-série, la station a décidé de l'évincer de l'antenne. Mais depuis, la direction d'Europe 1 a changé et la radio est désormais dans l'escarcelle de Vincent Bolloré, qui a toujours accordé sa confiance à Jean-Marc Morandini, qui occupe aujourd'hui une place importante sur la chaîne info CNews. Et forcément, un retour de l'animateur sur Europe 1 ferait énormément de bruit. Déjà, en fin de saison dernière, la direction lui avait offert le rôle de Joker de Cyril Hanouna l'après-midi dans On marche sur la tête. Et en raison de sa condamnation, des stagiaires de seconde avaient été contraints de s'installer loin des studios pour ne pas croiser Jean-Marc Morandini. À présent, selon le Palmipède, Jean-Marc Morandini doit revenir en janvier prochain. Son retour pourrait aussi être lié avec la décision de la Cour de cassation le 14 janvier concernant sa condamnation en première instance à 1 an de prison avec sursis, qui a été ensuite alourdie en appel. Mais malgré ça, Europe 1 pourrait très bien décider de le maintenir quand même à l'antenne. Et là, il faudrait voir quelle tranche serait éjectée pour l'animateur de CNews. Thomas Hill et son émission Média le matin, ou les débuts d'après-midi pour porter l'émission de Pascal Praud, à voir dans les semaines à venir. Et tes propos sont irrespectueux, tu mélanges tout. À ce moment-là, il faut rétablir la peine de mort et exécuter les gens. Non, il n'est pas condamné. Il n'est pas condamné. Courageux, mais pas téméraire. Toi qui es pour la morale, sauf pour tes amis. Tes amis, ils ont droit à tout. Voilà. La morale, c'est pour les autres, mais mes amis, la morale, c'est pas important. Clash dans les grandes gueules sur RMC concernant la sortie du livre de Nicolas Sarkozy après son séjour en prison. Mourad Boudjelal a chargé fortement l'ex-président et sa proximité avec Vincent Bolloré, des propos qui ont mis hors de lui Emmanuel Devilliers, frère de Philippe Devilliers, qui est une figure de CNews aujourd'hui. Mais je
C'est-à-dire aujourd'hui, il est aux ordres de Bolloré, c'est clair. Il est aux ordres de Bolloré. Il est chez Fayard, qui appartient à Hachette, qui appartient à Bolloré. Il est au conseil d'administration de Bolloré. Et comme un bon toutou, il vient de donner allégeance. Je termine. Comme toi, tu termines, je termine. Ils viennent de donner allégeance à notre ami Jordan Bardella. Il n'y a plus de temps de parole. Qui est à notre ami Jordan Bardella, qui est le cheval d'aujourd'hui de Bolloré. Emmanuel de Villiers a tenu à contredire Mourad Boudjelal, estimant que ce dernier avait été irrespectueux avec Nicolas Sarkozy. Et surtout, il a trouvé que l'argument de son amitié avec Vincent Bolloré n'était pas recevable. C'est mes amis. Si tu fais des attaques personnelles, essaye d'être plus précis, parce que ça peut pas convaincre les gens. Précis ce que tu viens de dire sur Sarkozy. Tout de Bolloré, mais enfin, t'es pas sérieux, franchement. Il y a une maison d'édition, il a le droit d'éditer son bouquin. Il a le droit d'éditer son bouquin. Fayard, ça appartient à qui? Bolloré attend l'édition du bouquin de Sarkozy pour gagner de l'argent. En tout cas, toute la sphère Bolloré a fait la promo du bouquin depuis une semaine sans arrêt. Ici, les deux hommes se sont écharpés autour du débat d'une possible mise en scène autour de Nicolas Sarkozy entre la sortie de son livre, l'organisation de dédicaces et des bains de foule. Ce qui est certain dans les faits, c'est que Nicolas Sarkozy est bel et bien très proche de Vincent Bolloré. On se souviendra que c'est sur le yacht du milliardaire breton que l'ex-président avait fêté sa victoire en 2007. Mais surtout qu'aujourd'hui, il est administrateur au sein du groupe Lagardère, détenu par le groupe Bolloré, que son livre est en effet édité aux éditions Fayard, détenu par le groupe Bolloré, et que les antennes de CNews ont ardemment défendu la cause de Nicolas Sarkozy. Pascal Praud est même allé jusqu'à casser son intouchable impartialité pour ouvertement dire qu'il est en fascination devant l'ancien président de la République. Et tout ça, forcément, ça pose des questions, surtout quand on sait qu'à sa sortie, Nicolas Sarkozy s'est rendu à Lourdes avec un avion de... vous savez qui. Quand Pascal Praud rappelle à l'ordre un chroniqueur des grandes gueules pour défendre le RN. C'est une information du Canard enchaîné après que Jordan Bardella avait reçu un œuf sur la tête. Le docteur et débatteur de RMC Jérôme Marty avait écrit un tweet pour se moquer du président du Rassemblement national. Le type veut diriger la France, résumons-nous. Il n'a aucune formation universitaire ou professionnelle, il n'a jamais dirigé la moindre entreprise ni créé d'emploi, et il est déstabilisé par un œuf. Bon, ces propos lui appartiennent. Mais selon le Palmipède, on apprend que ce n'est pas le service de communication du RN qui aurait appelé Jérôme Marty pour ce message, mais un certain Pascal Praud, star des antennes de CNews. Celui-ci aurait fait la morale au médecin pendant 8 minutes au téléphone en lui lançant notamment « Vous êtes fait pirater votre compte X, vous ne pouvez pas écrire ça, vous légitimez la violence ». Et l'animateur de l'heure des pros aurait dressé des louanges à Jordan Bardella, insistant qu'il serait brillant et intelligent. Et contacté par le Canard enchaîné, Pascal Praud a tout simplement démenti avoir passé cet appel, indiquant ne pas connaître du tout Jérôme Marty. Sauf qu'on ne piège pas comme ça le Canard, qui révèle que Pascal Praud aurait ensuite rappelé immédiatement Jérôme Marty pour se plaindre d'avoir été contacté par ce même Palmipède. Et ça, le Canard enchaîné l'a écrit aussi. 450 000 €, c'est la somme que France Télévisions va devoir verser aux anciens animateurs des chiffres et des lettres. C'est une information du Parisien ce vendredi 12 décembre. Je vous remets un peu de contexte. Durant l'été 2022, Bertrand Renard et Ariel Boulin-Prat avaient été évincés du service public et de la célèbre émission. Ils avaient dénoncé à l'époque un départ contraint et forcé, récusant la version de France Télé d'un changement de formule transférant le jeu uniquement le week-end. Un changement de diffusion qui s'était conclu en 2024 par l'arrêt définitif des chiffres et des lettres. Les deux animateurs avaient alors décidé de contester les conditions de leur départ, pointant notamment la question de requalification en CDI des très nombreux CDD d'usage signés avec le groupe durant plusieurs années. Selon le Parisien, le Conseil des prud'hommes de Paris a estimé que les deux animateurs avaient été victimes d'une discrimination fondée sur l'âge, pointant également une exécution déloyale du contrat de travail et jugeant leur licenciement nul. Au final, le Conseil des prud'hommes a décidé de condamner le groupe de Delphine Ernotte à 450 000 €, 230 000 pour Bertrand Renard et 220 000 pour Ariel Boulin-Prat. À voir maintenant si le compte est bon, puisque les avocats des deux animateurs réfléchissent à faire appel. Mercotte, c'est pas complètement terminé. Encore ? Ça devait bien arriver un jour, Mercotte a officiellement fait ses adieux au meilleur pâtissier sur M6. La reine des gâteaux était présente dans le concours depuis son lancement et ce jeudi 11 décembre, elle a fendu l'armure pour cette dernière minute dans l'émission. Mercotte, au nom de tous mes collègues et confrères, pâtissiers et cuisiniers, on t'aime. Merci. C'est grave là.
c'est trop gentil. Je suis sincèrement très touchée. Je me suis beaucoup amusée. J'ai vécu des moments inoubliables et je pars joyeusement et le cœur léger. Et vive la pâtisserie. Et je t'aime, ma mercotte. Oui, t'es mignon. Et la surprise ne s'était pas arrêtée là, puisqu'après avoir vu des chefs de renom lui rendre hommage, c'est sa famille qui est venue lui faire une surprise. Mais la soirée a aussi été marquée par la victoire de Margot pour cette saison 14 du meilleur pâtissier, et du côté des audiences, ils étaient 1,81 million à suivre la première partie de la finale de l'émission, selon Médiamétrie, soit 9,5% de l'ensemble du public, mais surtout 19,9% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les fameuses FRDA, une bonne performance sur ce critère stratégique où M6 est le leader. La deuxième partie, qui s'est conclue, elle, à 23h20, a réuni 1,73 million de fidèles pour une PDA de 12,2% sur les 4 ans et plus. Et encore un fort succès sur les FRDA moins 50 avec 24,2% sur cette cible stratégique. La cerise sur le gâteau. La télévision se meurt et les médias regardent ailleurs. Une excellente enquête du Parisien ce samedi 13 décembre pointe la baisse notable de l'usage de la télévision pour les réseaux sociaux. Et ce n'est plus une prédiction, ce sont des faits. En moyenne, en novembre 2025, les Français ont regardé la télé en direct comme en replay 2h51 par jour. Si ça reste beaucoup, c'est en fort repli sur un an. Et mécaniquement, cette baisse de la durée d'écoute s'est aussi accélérée après les arrêts de C8 Énergie 12 et n'ont pas repris malgré l'arrivée de Novo 19 et T18 ainsi que le retour de Cyril Hanouna sur W9. Et surtout pour les annonceurs, ce qui est le plus inquiétant, c'est la baisse sur les moins de 50 ans, la cible principale pour les publicitaires, avec une moyenne de 1h19 devant la télé contre 1h35 en janvier 2024. Et sans surprise, c'est du côté du téléphone que les Français se sont reportés avec YouTube, TikTok et Instagram. Selon les chiffres du Parisien, au printemps, ces contenus représentaient 24% du temps total d'écran, soit 1h01 en moyenne chaque jour. Et contrairement aux idées reçues, les plateformes comme Netflix et Amazon Prime ne sont pas aussi puissantes qu'on ne le pense, avec en moyenne 27 minutes par jour. Et donc forcément, si la tendance continue en ce sens, plusieurs chaînes pourraient clairement payer de leur modèle économique actuel basé sur la publicité. Et cette chute du marché publicitaire conduit à une baisse des coûts pour les programmes et une politique liée à la rediffusion qui est une stratégie qui a tendance à faire fuir les téléspectateurs, le serpent qui se mange la queue. Alors tout n'est pas sombre pour les chaînes de télé, conscients de la situation et dont les stratégies doivent évoluer, en investissant notamment sur de nouveaux modèles de consommation de contenu, d'information et de divertissement. De plus, malgré cette baisse notable, on compte encore 45,7 millions de personnes qui allument la télé au moins une fois par jour, dont 19,1 millions tous les soirs lors du fameux prime time, mais leur temps d'écoute est en constant repli. Et des rendez-vous phares parviennent encore à faire de l'audience comme le sport, certaines séries comme HPI ou de grandes soirées à l'instar de l'Eurovision ou Miss France. Et surtout, les contenus Made in Télé continuent de vivre sur les réseaux sociaux avec les très nombreuses vidéos TikTok qui reprennent des images du petit écran. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je veux pas cracher sur les enfoirés, mais c'était compliqué. Puis j'ai eu quelques blagues comme ça qui ça me dérangeait. Pierre Palmade, tu vois, je le rencontre. Dans quelle époque, ce samedi 13 décembre sur France 2, Faudel a raconté les blagues racistes qu'il avait reçues de la part de Pierre Palmade quand il avait rejoint un temps la troupe des Enfoirés. Il a expliqué qu'en 2001, quand il a intégré la bande d'artistes qui intervient pour les Restos du Cœur, Pierre Palmade s'est permis des propos déplacés sur ses origines algériennes. Faudel a confié surtout que la situation était particulière car sa famille avait eu recours aux Restos du Cœur lorsqu'il était jeune. Bon, il faut savoir que les Restos du Cœur, avec mes parents, on y allait. C'est-à-dire qu'il y avait... je vais critiquer les enfoirés, enfin la troupe, mais les Restos du Cœur, on en avait besoin à une époque. Et là, je le dis avec beaucoup d'émotion. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais dégoûté parce que je voyais pas du tout ça. Pour moi, c'était autre chose. Toutefois, Faudel a assuré qu'un homme est intervenu pour le défendre, Jean-Jacques Goldman, qui a repris immédiatement Pierre Palmade après ses propos. Heureusement que Goldman, il était là. Ah, Jean-Jacques Goldman, il était là pour me défendre. Et il l'a engueulé devant moi, je me rappelle, comme un poisson pourri. Il lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, quoi. Donc, après, je suis parti. Ouais. Je dis, c'est pas moi. Invité chez Léa Salamé pour sa nouvelle tournée, Faudel était également revenu sur les lourdes conséquences sur sa carrière après son soutien à Nicolas Sarkozy et son apparition sur la place de la Concorde lors de son élection en 2007. En tout cas, côté audience, c'est encore un succès pour Léa Salamé,
Son talk, qui a duré jusqu'à 1h43 du matin, a réuni en moyenne 1,13 million de téléspectateurs selon Médiamétrie, soit une PDA de 19,9% de l'ensemble du public. On connaît les 100 plus grosses audiences de la télé en 2025. C'est Le Parisien qui révèle ce classement dans ses colonnes, et sans surprise, c'est TF1 qui rafle une majorité du top, avec pas moins de 61 programmes parmi les plus vus cette année. France 2 suit avec 31 apparitions, France 3 apparaît 7 fois et M6 n'a qu'un seul programme dans le top 100. Alors, dans le détail, ça donne quoi? Déjà, dans le top 10, on a un JT de Gilles Boulot le 31 mars sur TF1 avec un entretien de Marine Le Pen suivi par 7,09 millions de téléspectateurs. 3 épisodes de HPI emmenés par Audrey Fleurot ont fait la part belle de la première chaîne, atteignant les 5e, 6e et 7e places. Sur le podium, 3e, le concert des Enfoirés pour les Restos du Cœur avait réuni le 7 mars 8,39 millions de téléspectateurs. M6 s'offre la 2e place du top 100 avec l'incroyable finale de la Ligue des Champions, remportée 5-0 par les Parisiens et qui a passionné 8,78 millions de fans de football. Mais les rois des audiences de cette année 2025, c'est le rugby, au grand plaisir de France 2. Le match des 6 nations entre la France et l'Écosse, gagné 35-16, avait attiré 9,82 millions de personnes. La meilleure performance de l'année. Toutefois, la 2 pourrait ne pas réitérer cet exploit l'année prochaine. Déjà parce qu'il y aura la Coupe du Monde de football à l'été 2026, mais surtout parce qu'en quête d'économie, France Télévisions réfléchit à revendre les droits des matchs du tournoi des 6 nations. Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites c'est exactement comme c'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, pas les Israéliens, parce que les Juifs... Et une partie des Israéliens. Oui. L'Arcom réagit enfin à cette séquence et tape sur les doigts de France 2. Un petit rappel des faits. On est le 10 mai 2025, dans quelle époque Léa Salamé recevait Raphaël Pitti, médecin humanitaire et ancien candidat du NFP en 2024, pour parler de la situation à Gaza. Interrogé par l'animatrice, Thierry Ardisson, également en plateau, avait comparé les images des enfants affamés à Gaza à celles des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Très rapidement, la séquence est devenue virale et des téléspectateurs et des associations sont heurtés et saisissent l'Arcom. De son côté, Thierry Ardisson a présenté des excuses le lendemain de la diffusion à travers un communiqué et a réaffirmé son combat contre l'antisémitisme. Le samedi 24 mai 2025, dans quelle époque, c'est au tour de Léa Salamé de prendre la parole, récusant toute banalisation de la Shoah et rappelant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale avant de confier que la séquence litigieuse aurait dû être coupée au montage. Malgré ses excuses, l'Arcom est tout de même intervenu auprès de France 2. D'abord pour avoir oublié de préciser les engagements politiques de Raphaël Pitti, pointant un manquement aux exigences d'honnêteté et de rigueur de l'information, puis le régulateur a relevé le vif émoi suscité par les propos de Thierry Ardisson, qui manquaient de contextualisation ou de mise en perspective par les personnes présentes en plateau. Si l'Arcom a bien noté les excuses formulées par la chaîne, elle l'a toutefois demandé de faire preuve d'une vigilance accrue sur la modération lors de diffusion de débats sur des sujets aussi sensibles. Quand on a mis en place une politique d'exil fiscal comme Florent Pagny, on ferme sa gueule sur la politique intérieure française. Moi, voilà. Baptiste Desmontiers dézingue Florent Pagny et ses propos sur la France. Présent dans Estelle Midi ce mardi 16 décembre sur RMC, le journaliste a vivement critiqué la sortie récente du chanteur dans Quotidien. Florent Pagny avait estimé que la France devrait s'inspirer des méthodes de Javier Milei, le président d'extrême droite en Argentine. Est-ce que vous êtes d'accord avec Florent Pagny, Baptiste Desmontiers, il faut un Javier Milei en France? Moi, je serais d'accord pour que quand on a mis en place une politique d'exil fiscal comme Florent Pagny, on ferme sa gueule sur la politique intérieure française. Moi, je trouve qu'il a plus rien à dire. Pardon, c'est un artiste super. Il a décidé de frauder l'État. Il a décidé de partir. Il a pas fraudé l'État. Il a encore le droit de partir à l'étranger. Non, il y a fraude fiscale quand même. Oui, mais enfin, il l'a payé derrière. Et donc aujourd'hui, il vient nous expliquer ce qu'il faudrait qu'on fasse en France. Voilà. L'ancien journaliste de Quotidien a estimé qu'à titre personnel, il n'avait pas super envie de la politique fiscale en France de Javier Milei. Il en a profité pour se moquer de Florent Pagny et ses connaissances en géopolitique. Et si aujourd'hui notre expert géopolitique Amérique du Sud c'est Florent Pagny, on est un peu dans la merde. Alors quel artiste a le droit de s'exprimer en fait? Non, des artistes il a ont pas le droit droit parce qu'il est parti aux États-Unis. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que Florent Pagny pour parler du modèle économique. Ah bon, mais qui par exemple? Je sais pas, des économistes, des gens dont c'est le métier. Donc les artistes en fait, faut rien qu'ils disent. Si, mais il chante super. Il vient faire la promo pour son bouquin l'année dernière. Il est venu faire la promo pour son bouquin, pour son dernier disque. Voilà, il arrive sur des plateaux aussi.
aussi. J'ai rien contre lui. Hein. Alors, dans les faits, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien oui, Florent Pagny a bien été condamné pour fraude fiscale. Cela remonte à janvier 2004 et il a écopé de 6 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Et cet amoureux de la Patagonie est en effet connu pour vivre entre la France et l'Argentine, qu'il connaît donc assez pour y passer une partie de l'année. Mais surtout, Florent Pagny a décidé en 2017 de s'installer au Portugal, justifiant ce choix dans la presse pour de vraies raisons fiscales. Pas d'impôt sur la succession, pas d'impôt sur la fortune et pas d'impôt sur les royalties pendant 10 ans. Et précisons quand même que cela est tout à fait légal, mais éventuellement relève de la morale. Et donc, a-t-il le droit de donner son opinion sur la politique? C'est à nouveau le débat de demander ou non l'avis des artistes sur des sujets qui dépassent le cadre de leur promotion. Et ça, on peut en parler pendant des heures. Et ça en dit long sur les pieds nickelés qui dirigent ou ont dirigé Radio France. Ribouledingue, Filochard et Croquignol établissent leur stratégie sur un coin de table, à l'ombre des passants et dans les cafés parisiens. Pascal Praud s'attaque à Radio France après une information d'Europe 1 sur Thomas Legrand. Selon la station du groupe Bolloré, le journaliste de Libération, qui intervient encore sur France Inter et qui est au cœur de la polémique des déjeuners avec des cadres du PS, aurait été invité à démissionner de Radio France. Thomas Legrand doit déposer sous serment ce jeudi devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Il sera interrogé sur ses propos quand il affirmait avec son compère de route, Patrick Cohen, vouloir s'occuper de Rachida Dati. Or, il faut sauver France Inter. Et quoi de mieux que de rompre avec son employeur avant, jeudi, et ainsi d'éviter toute question embarrassante. Selon Pascal Praud, si Thomas Legrand n'est plus en contrat avec Radio France, il pourrait ne pas répondre à certaines questions posées lors de la commission d'enquête sur la neutralité de l'audiovisuel public organisée à l'Assemblée nationale. Et toujours selon le présentateur de CNews, cette stratégie aurait été imaginée par Laurence Bloch, ancienne patronne de France Inter. Contactée par Europe 1, Madame Bloch a nié être mandatée par France Inter ou Radio France. C'est une initiative personnelle, a-t-elle dit. Non, sans rappeler à Thomas Legrand à la fin de leur rendez-vous cette précaution des Tartuffes. Évidemment, Thomas, on ne s'est pas vu. Alors, si je prends autant de précautions pour vous parler de cette affaire, c'est qu'à ce stade, seuls les médias Bolloré ont repris cette information provenant d'Europe 1. Et il faut rappeler que ces derniers sont ouvertement en guerre contre le service public. Et cette information peut aussi être un outil de déstabilisation de l'audiovisuel public. Soulignons que France Télévisions et Radio France ont également déposé une plainte il y a quelques semaines contre les médias Bolloré pour dénigrement. Il faudra donc attendre l'audition de Thomas Legrand à l'Assemblée nationale pour savoir si cette information sera confirmé, il n'est pas à douter qu'un député lui posera la question. La bêtise de Yann Barthès, l'indécence de Yann Berset, le sentiment d'impunité également qu'ont ces gens pour penser que, l'absence de contrôle. Pascal Praud dénonce l'indécence de Yann Barthès après une séquence dans Quotidien. Dans le talk de TMC ce mardi 16 décembre, l'émission de Yann Barthès est revenue sur l'interview d'un Français témoin de l'attaque antisémite en Australie. Lors de cet entretien, le jeune homme s'est fait remarquer par ses nombreuses lacunes en anglais qui ont amusé l'équipe de Quotidien. Mais pour Pascal Praud et ses chroniqueurs, il était trop tôt pour réagir avec humour sur cette interview. Culture du ricanement. Oui. Sur le dos de personnes qui ne sont pas encore enterrées. Enfin, là, moi, j'avais pas vu. Là, je le découvre en même temps, là. Mais c'est sidérant. Bien sûr, en fait, il y a un sentiment d'impunité. D'irréalité. Ah oui, mais... Ils sont dans un monde parallèle. On est vraiment. Mais bien sûr. On n'a pas envie de le visiter, là. Et vous avez vu toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes à côté, Monsieur Apathy qui se marre. Oui, oui. Enfin, c'est invraisemblable quand même. Selon Pascal Praud, il y a un manque de contrôle de l'antenne de la part de TMC et on appelle à l'Arcom pour réagir. Cette absence, qu'il ne se rende pas compte lui-même. Il n'y en a pas un sur le plateau. Producteur sur le plateau. Non, ils sont même pas. Je crois qu'ils sont en décalage. Ils sont incapables d'être en direct. Pardonnez-moi, mais l'attentat n'existe pas. Oui. C'est-à-dire le crime de masse qui vient d'être commis, qui fait que tous les juifs du monde entier savent qu'il n'y a aucun endroit où ils soient à l'abri. Ce qui concerne quand même une petite communauté en France, cette terreur, ça n'existe pas, c'est nié. Non. Ce qui reste, c'est le mépris de classe. Ici, les chroniqueurs de CNews ont fait part de leur émoi en visionnant cette séquence de Quotidien.
Et en effet, cela peut choquer de voir des personnes rire d'une séquence annexe d'un terrible événement comme celui-ci. Mais il est important de rappeler le contexte. Depuis lundi, il est faux de dire que Quotidien n'a traité cet attentat en Australie que par le mépris. Les journalistes de l'émission ont évoqué à plusieurs reprises l'attaque, sans rire et sans blague par-dessus. Et d'ailleurs, avant même le début de la diffusion de cette interview du français loin d'être polyglotte, Yann Barthès a précisé que ce qu'il raconte n'était pas vraiment drôle, mais que la manière dont il raconte les événements met du baume au cœur. Et rappelons que lors des attaques du 13 novembre 2015, Quotidien avait couvert le drame, mais avait également repris des séquences qui portaient à sourire, à but aussi de détendre l'atmosphère dans une période tragique. Alors, est-ce de mauvais goût? Le débat est ouvert. Si l'Arcom, elle, a été saisie par les téléspectateurs, elle regardera s'il y a eu respect de la dignité humaine ou non. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, hein. Là, un petit manque d'imagination. Elon Musk. Un tirage de pompe, ça fait France 2 complaisant avec Jordan Bardella, alors pas forcément sur cette séquence, mais selon le Canard enchaîné, les producteurs de Quelle Époque, dont notamment Hugo Clément avec Winter Productions, ont épargné volontairement le président du Rassemblement National sur certains sujets. On apprend par exemple dans le Palmipède qu'au tout dernier moment, la production a décidé de retirer la diffusion en plateau d'extraits d'un numéro de complément d'enquête dédié à Jordan Bardella. On devait y voir Pascal Humeau, son ancien coach média, raconter comment il a transformé une coquille vide en facho sympa, selon ses mots. De plus, les équipes de Quelle Époque ont refusé, selon le Canard, d'évoquer le potentiel détournement de fonds publics européens entourant ces fameuses séances de coaching. Pour se défendre, interrogé par le journal, la production a répondu qu'il ne pouvait pas aborder tous les sujets de façon exhaustive. Rappelons d'ailleurs que si ces sujets n'ont pas été abordés, voire écartés à la dernière minute, c'est également la liberté éditoriale de l'émission de questionner sur les thématiques de son choix. Mais libre à chacun d'émettre une critique construite sur le déroulé de l'entretien, nous sommes en démocratie. Émotion amplifiée par une opération de propagande sans limite, visant à dénigrer, à détruire le service public que je représente. Patrick Cohen et Thomas Legrand ripostent avec force contre CNews. Ce jeudi 18 décembre, les deux journalistes ont été auditionnés par la commission d'enquête parlementaire sur le financement et la neutralité de l'audiovisuel du service public. Si les deux hommes ont été convoqués, c'est parce qu'ils ont été au cœur d'une polémique après la diffusion d'une vidéo prise à leur insu dans un café où Thomas Legrand et Patrick Cohen déjeunaient avec des cadres du Parti socialiste. Durant 2 heures, les journalistes ont eu le temps de présenter en longueur leur défense en insistant sur le métier de journaliste politique et le fait qu'il n'y ait pas de complot contre Rachida Dati. Et surtout, les deux journalistes ont pointé les manœuvres d'une chaîne contre eux, CNews. 2 chiffres à cet égard. L'affaire dite Legrand-Cohen a fait l'objet en 2 semaines, sur l'antenne de CNews, du 6 au 20 septembre dernier, de 853 séquences. 853 séquences. Et dans les 3 premiers jours, entre le 6 et le 9 septembre, la vidéo a tourné 181 fois sur la même chaîne. Et Patrick Cohen de dénoncer les méthodes de CNews qu'il n'a pas estimées déontologiques. Sans une once de contradictoire et avec des bandeaux parfois mensongers. Ainsi, le 8 septembre, Legrand et Cohen veulent s'occuper de Dati, phrase qui a encore été répétée ces derniers jours sur les antennes d'Europe 1 et de CNews, et hier ici même par monsieur le rapporteur en interrogeant la présidente de Radio France, et qui n'a jamais été prononcée, qui ne figure pas dans ces vidéos. C'est donc un mensonge. Une ligne qui a été tenue également du côté de Thomas Legrand, pointant une surmédiatisation de leur affaire sur les médias Bolloré. Il me semble donc possible d'affirmer, au regard de ce matraquage, que l'intention du groupe Bolloré consistait à créer un clivage entre les médias privés et le service public. Cette opération a échoué. Elle n'a que souligné l'abîme entre, d'une part, les médias qui respectent les règles journalistiques, qu'ils soient privés ou publics, et d'autre part, les médias du groupe Bolloré, dont j'estime, moi, qu'ils sont une organisation politique dotée de studios dans un but de propagande. Il s'agit de méthodes qui s'apparentent à des barbouzeries. Durant chacune de leurs auditions, les deux hommes ont nié toute accointance avec le Parti socialiste et ont dénoncé les fausses informations dont ils ont fait l'objet. D'ailleurs, le président de la commission a annoncé que les responsables du média L'Incorrect, à l'origine de la fameuse vidéo volée, seront prochainement auditionnés, l'occasion de pouvoir avoir leur version des faits de cette affaire. Et peut-être, car ils ne sont pas obligés, peut-être aura-t-on la séquence vidéo dans son intégralité, permettant alors de mettre fin aux spéculations sur ce qui n'a pas été montré, car rappelons-le, la vidéo
vidéos concernant Thomas Legrand et Patrick Cohen avaient été montées et tronquées, ne permettant pas d'avoir tout le contexte de l'échange. Je me suis retrouvé sur un plateau de télévision du service public, sous les moqueries d'un certain nombre d'observateurs qui étaient présents sur le plateau, qui n'avaient pas jugé utile de me répondre sur le fond de mes arguments et qui préféraient pouffer de rire. Jordan Bardella dénonce des montages malhonnêtes après son passage dans Quelle époque. Vous l'avez certainement vu le week-end dernier, invité dans l'émission de Léa Salamé sur France 2, le président du Rassemblement national a fait l'objet de moqueries lors d'une séquence où il était convié à réagir à des photos de personnalités. Face à Nicolas Sarkozy puis face à Donald Trump, Jordan Bardella avait donné mot pour mot la même réponse, ce qui lui avait valu les rires des autres invités et un tacle de Roselyne Bachelot. Et cette séquence a fait le tour des réseaux sociaux, et hier, face à Darius Rochebin sur LCI, Jordan Bardella est revenu sur ce moment. La politique passe très bien par des choses très superficielles. Vous savez comme moi, cette émission de télévision où vous êtes fait mettre en boîte par Roselyne Bachelot. Voilà. Mais je veux dire, monsieur Rochebin, vous pouvez reprendre les montages de la France Insoumise qui ont été faits par des militants de gauche, mais voyez bien à quel point la période est malhonnête. Voyez bien à quel point, avec un montage, on peut faire dire tout et n'importe quoi à quelqu'un. Mais Darius Rochebin a tout de même relancé Jordan Bardella sur la fameuse séquence, en lui indiquant qu'il aurait pu la préparer en avance. Est-ce que vous avez dit merde, j'aurais dû penser à répondre ceci ou cela? Mais pas du tout, mais j'ai répondu, monsieur Rochebin. Si vous voulez, vous êtes dans une émission de télé qui est une émission de divertissement, dans laquelle on utilise parfois des tons un petit peu légers. Je veux dire, je ne comprends pas ce qu'on me reproche. Non mais il n'y a rien de grave, objectivement il n'y a rien de grave, mais vous savez comment est faite la politique, c'est le point d'appui pour certains de dire... C'est pas de la politique, monsieur Rochebin. Ça fait partie. Les coups bas et les coups hauts, ça c'est la vie politique. C'est qu'on essaie, si vous voulez, de découper de manière malhonnête, comme on le fera très certainement pour cette émission, parce que... Rappelons tout de même que la séquence photocall de Quelle époque existe depuis 4 ans, et tous les invités politiques y passent. Jordan Bardella savait qu'il ferait face à cet exercice, et les personnalités présentées sont souvent les mêmes. Il n'avait tout simplement rien préparé de cette séquence qui n'est habituellement pas un piège pour l'invité. De plus, comme l'a révélé le Canard enchaîné, les équipes de Quelle époque ont plutôt été sympas avec Jordan Bardella, puisque des extraits d'un complément d'enquête évoquant son ancien coach en média training avaient été retirés à la dernière minute, et aucune question n'avait été posée sur le potentiel détournement de fonds publics entourant ces fameuses séances de coaching. Question qui, en revanche, a été posée par Darius Rochebin hier soir sur LCI. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Elle va répondre, elle dit qu'elle ne répond pas. Pardon, Marine Tondelier, on a compris qu'elle ne répondait pas, qu'elle ne voulait pas répondre. Tout le monde l'a entendu. David Pujadas contraint d'intervenir pour calmer les tensions entre Marine Tondelier et Marion Maréchal sur LCI. C'était ce jeudi 18 décembre, et la patronne des écologistes s'est fortement agacée de voir que son interlocutrice ne répondait pas à sa question concernant la condamnation des propos de Jean-Marie Le Pen sur le détail de l'histoire. Madame, et je veux que tous les téléspectateurs entendent Madame Tondelier, que vous refusez de répondre à cette question. je refuse de répondre à une femme. D'autres l'ont fait. Je refuse de répondre à une femme qui s'est assise à côté. Elle répond. Qui s'est assise. Non, là vous marchez les unes sur les autres. Qui s'est assis à côté du rappeur. La réponse, regardez. Du rappeur. Non, mais s'il vous plaît, Marine Tondelier. Mais vous répondrez après, vous réagirez après. Allez-y, Marion Maréchal. À la leçon de morale d'une femme. S'il vous plaît. Qui s'est assis. Ne souhaitant pas répondre à la question de Marine Tondelier, Marion Maréchal avait répondu par l'invective, accusant l'écologiste d'être proche des frères musulmans. Des propos qui ont irrité celle qui est candidate à la présidentielle et qui a réclamé à David Pujadas que Marion Maréchal réponde à sa question. Finir, madame. Non mais on a vu qu'elle ne répondait pas. Tout le monde a été témoin. C'est noté, c'est public, c'est officiel. Elle ne répond pas. Madame Tondelier, Madame Tondelier, à l'heure où je vous parle, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, l'inversion accusatoire est extraordinaire, alors que je n'ai jamais rien eu à me reprocher. Vous, en revanche, vous n'avez pas des propos extrêmement graves qui ont choqué la France entière et qui font que même Marine Le Pen s'est excusée. Madame Tondelier, aujourd'hui... À noter que si Marion Maréchal ne s'est pas exprimée récemment sur les propos choquants de son grand-père, tenus en 1987, l'actuelle eurodéputée avait contesté la déclaration de Jean-Marie Le Pen en 2015 auprès de Valeurs Actuelles. Elle avait estimé être en désaccord sur le fond et qu'elle ne pouvait pas soutenir de tels propos. Une réponse qu'elle n'avait visiblement pas envie de répéter hier soir. Du côté des audiences, le débat entre les deux femmes politiques de 23h17 à 23h55 a réuni sur LCI en moyenne, selon Médiamétrie, 436 000 téléspectateurs, soit 5,6% du public. Un score plus faible que lors de la confrontation entre Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour à la mi-novembre, qui avait intéressé 480 000 personnes sur LCI. On connaît enfin le casting de la saison 15 de Danse avec les stars sur TF1.
Ça y est, les 10 premiers candidats de l'émission présentée par Camille Combal sont connus. On retrouve ainsi sur la piste le célèbre animateur de France Télévisions Stéphane Bern, mais aussi plusieurs visages de la Star Academy, comme celui de Julien Lieb, finaliste de l'édition 2023, Emma de la saison 12 et Lucie Bernardoni, coach vocal du télécrochet. Les équipes de Dals sont aussi parties chercher la Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon, la nageuse Laure Manodou et l'acteur américain Ian Ziering, connu pour la célèbre série Beverly Hills. TF1 a également convaincu Jujufi Katz, la créatrice de contenu sport et animatrice de M6, Philippe Lelouch, présentateur de la matinale de RFM, l'humoriste Samuel Bambi et la streameuse la plus suivie de France, Magla. Et enfin, à noter le retour d'une danseuse phare de l'émission, 6 ans après son départ. Denitsa Ikonomova va à nouveau fouler la piste à la grande surprise des téléspectateurs. Et du côté du jury, on retrouvera Chris Marquez, Jean-Marc Généreux, Fauvoto et Mel Charlot. Une saison donc ambitieuse avec un casting très riche. Dites-moi en commentaire si vous êtes également convaincu par cette nouvelle édition. Et t'as continué à rigoler et t'as continué à rien laisser transparaître. Et à nous garder autour de toi en chef de bande en nous disant que ça va bien se passer sur M6. N'ayez pas peur. Du preneur de son, au maquilleur, au cadreur, aux chroniqueurs. C'est avec émotion que Cyril Hanouna a clos cette année assez rocambolesque pour l'animateur. Déguisé en Père Noël, le chroniqueur Raymond a tenu à rendre hommage au présentateur, retraçant les hauts et les bas qui ont marqué 2025, avec notamment l'arrêt de C8 et de TPMP. Des propos qui ont ému Cyril Hanouna. Continue à être généreux comme t'es, continue à être généreux dans l'ombre, avec les fondations, toutes les institutions à qui tu donnes, les enfants et tout. Parce que tant que tu resteras dans l'ombre, tu seras notre soleil à nous tous. Salut mon frère. Il est vrai que l'année télé a été particulière pour Cyril Hanouna, dont le recrutement au sein du groupe M6 a été l'un des grands coups mercato de la saison. Et côté audience, il faut reconnaître que Tout Beau Tout Neuf a su très rapidement s'installer sur W9 et retrouver les scores de l'époque de TPMP sur C8. En moyenne, sur les 3 parties, le talk est suivi depuis septembre par 1,2 million de téléspectateurs selon Médiamétrie, soit 6% du public et 10% sur la cible des 25-49 ans, cible prioritaire de W9. Mais c'est surtout sur la dernière partie que TBT9 est parvenu à faire la différence, avec 1,6 million de fidèles pour 8% des 4 ans et plus, avec des pointes dépassant les 2 millions de téléspectateurs. Et c'est surtout pour W9 que c'est le jackpot. L'émission permet à la chaîne TNT du groupe M6 d'atteindre des niveaux historiques dans cette case, offrant à la 9 un leadership sur la TNT entre 18h45 et 21h15. Donc ce n'est pas une surprise si les dirigeants de M6 ont annoncé d'autres projets avec Cyril Hanouna pour l'année 2026 à venir.